La grande équation. Ici Normand Mousseau. Bienvenue à La grande équation. Aujourd'hui, des mathématiques contagieuses. Les projets techniques rapides qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ont laissé croire que l'humanité parviendrait à vaincre rapidement les grands fléaux, dont le sujet de notre émission, les maladies infectieuses. En effet, avec la généralisation des systèmes sanitaires, le développement des antibiotiques, la mise en place de vastes programmes de vaccination, on était certain au début des années 1960 de pouvoir rapidement éliminer les maladies infectieuses, de la malaria au choléra en passant par la pneumonie, la gonorrhée, qui frappait la planète entière. Malgré des progrès importants, force est de constater 50 ans plus tard que ces maladies sont toujours avec nous. En fait, la seule maladie éradiquée fut la variole, et bien que celle-ci a disparu, de nouvelles maladies ont été découvertes, dont la maladie de Lyme, l'hépatite C et bien sûr le sida, il y a déjà une trentaine d'années. Faute de pouvoir éliminer ces maladies, il faut apprendre à gérer aussi efficacement que possible leur transmission, parfois extrêmement rapide. Et pour ce faire, on se tourne aujourd'hui vers des mathématiciens, des spécialistes en épidémiologie, qui travaillent déjà depuis plusieurs décennies au développement de modèles qui permettent de mieux comprendre comment une maladie infectieuse se transmet dans un monde où les frontières disparaissent de plus en plus. Et pour nous expliquer le rôle du mathématicien dans cette étude, mais aussi dans la gestion des grandes épidémies, je reçois aujourd'hui Jacques Bélair, qui est professeur au département de mathématiques et de statistiques de l'Université de Montréal et un spécialiste des systèmes dynamiques, c'est-à-dire des problèmes qui évoluent dans le temps, dont les questions épidémiologiques. Jacques Bélair, c'est un plaisir de vous accueillir à La grande équation. Je suis très heureux d'être ici. Pour commencer, ça serait bien de clarifier un petit peu le sujet de l'émission. Comment est-ce que vous définiriez les termes épidémiologie et épidémie? Bien, l'épidémiologie, c'est l'étude de la transmission des maladies infectieuses, de leur évolution dans le temps. Comment est-ce que un nombre de patients qui sont touchés par une maladie apparaît? Comment est-ce que la maladie est transmise d'un patient à l'autre? Et une épidémie, c'est une maladie présente dans une grande population. Donc, quand elle est présente en suffisamment grand nombre, ça dépend des contextes dans lesquels on parle, mais c'est quand une maladie est suffisamment grande en nombre de patients atteints qu'on parle d'une épidémie. Et les mathématiques de l'épidémiologie, qui sont pas vraiment quelque chose de complètement nouveau. On dit que la première théorie ou le premier modèle d'épidémiologie remonte déjà à 1760, il y a 250 ans, avec un premier modèle pour le développement de la variole qui avait été proposé par un mathématicien, physicien, médecin français, Daniel Bernoullier. Oui, en effet, c'est les premiers exemples historiques dont on parle toujours, là, d'un mathématicien qui avait aidé les autorités de santé publique à comprendre un peu la maladie, mais c'était d'une manière plutôt ad hoc. En fait, le premier exemple plus poussé qui est apparu, c'est au début du 20e siècle, où, à l'inverse, c'est deux médecins qui ont décidé de faire des mathématiques, donc deux médecins britanniques qui s'intéressaient à la malaria en Inde dans les années 20. Et leur modèle, à ce moment-là, c'était d'essayer de décrire quoi exactement? C'était de voir comment on pouvait décrire l'évolution de la maladie. Et en fait, un des problèmes principaux quand on essaie de décrire mathématiquement, c'est de voir le nombre maximal de patients qui va être atteint par la maladie, voir l'évolution en fonction du temps. Comme vous l'avez dit, les systèmes dynamiques essaient de décrire des phénomènes en fonction du temps, la manière dont ils évoluent. Donc, c'était cette approche-là qu'avaient pris les deux médecins britanniques. Et ça a été utile ou ça fonctionnait? Oui, en fait, les modèles qu'eux ont mis sur pied sont la base de la majorité des modèles qui sont encore aujourd'hui utilisés. Donc, plus sophistiqués maintenant, là, différentes variantes. Mais fondamentalement, c'est la même approche, c'est les mêmes concepts qui sont introduits, c'est le même mécanisme de description qu'on emploie.
mais dans un contexte plus spécialisé, plus sophistiqué. Quand on parle justement de modèles mathématiques, qu'est-ce qu'on met dans un modèle qui décrit une épidémie? En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de représenter par groupe les différentes catégories de patients. Donc, on va essayer de regrouper dans un même groupe les patients qui sont susceptibles, les patients qui sont infectés, ceux qui sont... Susceptibles, c'est-à-dire qui peuvent contracter la maladie. A priori, avant que la maladie apparaisse, l'ensemble de la population est susceptible. Donc, tous les gens peuvent avoir la maladie. Ensuite, à mesure que ça apparaît, on se met à distinguer les gens qui sont d'abord infectés, qui peuvent ou non présenter des symptômes. Ensuite, infectieux, ceux qui transmettent la maladie. Ceux qui en guérissent, le cas échéant, qu'on appelle en anglais récupérer, qui ont recouvré la santé. Et dépendant des maladies, après avoir été guéri de la maladie, on peut de nouveau la recontracter et donc on redevient susceptible. Donc c'est des grandes catégorisations d'individus dans la population. Donc ici, on se divise, et ensuite, il faut voir comment la maladie va passer d'un à l'autre. Ce qu'on se donne ensuite, c'est des règles. Et bon, l'art et la technique et la science de la modélisation, c'est de mettre sur pied et de décrire des règles de transmission, des règles d'évolution d'un groupe à l'autre qui soient conformes à la réalité autant qu'on puisse la comprendre. Donc, en plus des groupes qu'on catégorise, on cherche ensuite à avoir les règles qui permettent de décrire comment les individus passent d'un groupe à l'autre. Par exemple, les individus susceptibles, quelle fraction et dans quelles circonstances ils vont devenir infectieux. Les gens qui sont infectieux, dans quelle mesure entre eux ils vont à nouveau infecter les gens susceptibles. Et quelles sont les règles d'évolution en fonction du temps qui permettent de récupérer de la maladie. Et une des difficultés, c'est que j'imagine quand on a développé les premiers modèles de malaria, l'avion n'existait pas. À ce moment-là, on développait des modèles très localisés. Oui. Et maintenant, on peut plus faire ça. On voit, par exemple, dans le cas du SRAS, donc le syndrome respiratoire aigu sévère qui avait frappé en 2004 la planète. Donc, c'était parti d'un petit village chinois éloigné et en quelques semaines, ça avait rejoint la planète entière. En fait, les nouveaux éléments contemporains, c'est d'abord les moyens de communication qui sont développés comme rien de comparable au début du 20e siècle, lors de la mise sur pied des premiers modèles. Et donc, on se retrouve avec des défis considérables dans la mesure où les mesures les premières mesures de contrôle de la maladie étaient les mesures d'isolation. Et dans la mesure où les moyens de communication sont tellement développés, ça devient de plus en plus difficile d'isoler et d'identifier les gens dans des sous-régions ou dans des localités très, très précises. Qui est encore possible au début du siècle de mettre en quarantaine une ville ou un c'est village ça, ou une donc région. c'est très difficile de pouvoir isoler et dans une certaine mesure, on a des bonnes indications dans les œuvres de fiction. Donc c'est un cas où la fiction rejoint la réalité, si on peut dire. Un film intéressant de ce point de vue-là, c'est le film Contagion, où on parle du patient zéro, on parle des taux de reproduction. Donc, il y a des éléments techniques assez intéressants et assez réalistes, en fait. Et là, on voit bien que quand on parle de contagion, c'est les maladies transmissibles par contact essentiellement incontrôlables. Et dans une large mesure, c'est un peu ce qu'on constate dans la réalité. Et donc, à l'opposé, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que des mesures très simples, à basse technologie, peuvent avoir un grand effet sur l'interruption de la transmission de la maladie. Par exemple, les mesures simples comme le lavage de mains fréquent, éviter de donner les poignées de main, qui sont le vecteur de transmission le plus courant, ça peut effectivement nuire à la propagation. Et donc, on a ce paradoxe où la technologie augmente beaucoup la possibilité de transmission et d'un autre côté, pour contrecarrer ça, on peut faire appel à des mesures de très basse technologie. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jacques Bélair, professeur de mathématiques et de statistique qui nous parle d'épidémiologie. La technologie, vous avez dit, nuit, si on veut, au contrôle des maladies alors qu'on découvre
que les technologies les plus simples, les approches les plus vieilles qu'on ignorait peut-être